Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo. Et non, c'est une émission en radio. Excuse-moi, lapsus. Je ne suis pas tout seul. Salut Anthony. Salut Nicolas. Bah écoute, moi aussi, ça me fait très plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Il a fait le déplacement. Donc on est dans mes studios. Donc ça va être super. Ça va être une émission sous forme d'interview. On va discuter relativement librement. Mais avant, et comme d'habitude, pour le coup, tu es de l'autre côté pour entendre l'usage. Alors, tu le sais, j'ai écrit un livre, Devenir riche sans argent. Tu vas sur mon site, dans l'onglet Livres, tu peux soit télécharger les 100 premières pages, sinon tu tapes riche sur Amazon, la Fnac. Sur mon site aussi, il y est, et tu peux récupérer l'ouvrage directement si tu n'as pas envie d'avoir que les 100 pages et si tu veux le livre tout de suite entièrement. Sinon, dans l'onglet Formation, tu as une seule formation, 1 million, c'est hyper facile. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine en immobilier. C'est beaucoup moins compliqué que ce que tu peux imaginer. Enfin, c'est des podcasts et tu le sais, ce n'est pas facile de les référencer. Donc, je compte un peu sur toi. Prends quelques minutes pour me laisser des étoiles là où tu écoutes l'émission avec un petit commentaire. Je les lis et ça me fait toujours très plaisir. Sinon, tu peux prendre le téléphone d'un ami, l'abonner sauvagement et ça m'aide énormément. C'est parti. Anthony, merci encore d'être là. Ça fait toujours plaisir. Tu es de la région de mon notaire. C'est ça, je suis à côté de Saint-Étienne, donc c'est ce que j'ai appris. Ton notaire était à Saint-Étienne. Voilà, je viens du coup chez toi de temps en temps. Voilà, tu connais bien l'autoroute du Sud, donc. Je la connais très bien. Alors pour le coup, je te dirais bien, la prochaine fois que je viens, on mangera ensemble. Si je peux, je le ferai. Mais des fois, je t'avoue que je fais l'aller-retour. Ouais, j'en doute pas. Le passage de Lyon est infernal. Tous les Lyonnais, je vous salue parce qu'il y a des bouchons, quoi. Ah ouais, le pont de Givors, c'est quelque chose. Bah tu vois, moi je l'ai fait 12 ans quand je travaillais à Lyon, matin et soir. Et tu avais en moyenne un carton par semaine. Ah quand même. Ah ouais, tu te mettais bien en avance, c'était chouette. Bon. Anthony, tu es dans l'immobilier ? Ouais, à ce qui paraît. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Je vais d'abord te poser des questions sur ta vie perso. Est-ce que tu pourrais rapidement, pour toutes les personnes qui nous écoutent, nous raconter... Alors moi, j'aime bien partir du lycée, parce que pour moi, le lycée, ça a tellement été l'enfer que j'ai l'impression que ma vie, elle a commencé à ce moment-là. Ok, donc je m'appelle Anthony Poncet, j'ai 38 ans, bientôt 39 cette année, à la fin de l'année. Tu veux que je commence du lycée? Ah ouais, vraiment? Parce que franchement, je te promets, le lycée, c'était comment pour toi? Moi, écoute, c'était plutôt cool. J'étais assez bosseur quand même parce que j'avais pas de grande facilité pour l'école. Donc je bossais beaucoup pour un maigre résultat. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir mon bac scientifique avec 12 de moyenne. Donc, Ah ouais, quand même, t'as eu un bac S. ouais, bac S. Ah, et après, t'as fait des études ou pas? Ouais, alors, si tu veux, à cette époque-là, mon rêve, c'était de devenir ingénieur. Alors, me demande pas pourquoi. Sûrement parce que dans ma famille, c'était un diplôme valorisé. Puis, je viens d'une famille où personne n'avait fait des études. Donc, je suis allé sonner aux portes des écoles d'ingénieurs. Et je m'étais fixé une école à Lyon. Je voulais faire que celle-là. Et on m'a claqué la porte. Donc, je suis parti faire un DUT à Saint-Étienne en mesure physique, tu vois. Donc, vraiment de la science. Ah ouais, mesure physique. Ouais, Ça consiste en quoi? c'est pour travailler dans des laboratoires, tu vois, tous les endroits où tu vas pouvoir, on va dire, mesurer des quantités physiques, tu vois, je sais pas, des dosages d'ions dans des solutions, des fréquences. Tu apprends à utiliser plein d'appareils, que ce soit en chimie ou en physique. D'accord. Voilà. C'est original, je connaissais pas, tu vois. Ouais, bah, tu perds pas grand-chose. J'allais te demander si ça t'avait déjà été utile, mais j'ai ma réponse. Ouais, pas vraiment, pas vraiment. Et après ça, bah, je suis retourné sonner à la porte de la même école d'ingénieurs, qui m'a envoyé chier, encore une fois. Donc, je suis parti en licence et maîtrise dans les polymères cette fois-ci, tu vois, donc la plasturgie, apprendre à faire marcher des machines de plasturgie. Et alors là, au niveau passion, on est descendu encore d'un cran, tu vois. Ah ouais. Mais Ouais, donc alors attends, je te coupe, mais si je résume, le lycée ça allait, et après les études supérieures, c'est là où ça a baissé ton complètement. intérêt pour... D'accord. ouais, je travaillais pour avoir le diplôme, pour faire autre chose, mais c'était... ouais, je peux pas dire que ça a été un enfer, mais tu vois, c'était des années sans saveur, quoi, D'accord. clairement. D'accord. Et par contre, dans cette licence maîtrise, ça me plaisait pas, mais je me suis vraiment mis à bosser, j'ai cartonné, et là, j'ai fini major de la promo. Et tu te doutes, jamais 203, je suis retourné frapper à la porte de l'école d'ingé de Lyon, l'INSA, et ils m'ont pris cette fois-ci. Putain, mais c'est beau, t'es tenace, moi j'adore ça. J'ai rien lâché, là. Ah ouais, bien. Ah ouais, 3 fois. Oh. Pourquoi Ouais. cette école rapidement? Parce que quand même, si tu avais un aussi fort attrait, il y avait quand même quelque chose qui devait
qui devait te faire dire c'est là que je veux aller, quoi. Bah, tu vois, je voulais pas. Alors après, c'est peut-être clivant, mais je voulais pas d'école privée. Je voulais une école publique parce que pour moi, privé, t'as un peu acheté le diplôme, tu vois. Et, Ah ouais, c'est marrant que tu me parles de ça. et là, c'est une école publique. C'est l'école d'ingénieurs publics française. Elle est à l'époque où moi j'ai eu le diplôme, elle était dans les 4 meilleures écoles d'ingénieurs de France. Et donc pour moi, c'était Oui. mon Graal, quoi, tu vois. D'accord. Et t'as eu ton diplôme d'ingé? Enfin, si on dit ça comme ça, je sais pas comment ça se passe. Oui, un oui, oui, diplôme. je l'ai eu. Je l'ai eu. Ah ouais. Et tu t'en es servi ou pas? 6 mois. Donc là, tu obtiens ton diplôme, tu travailles pour une grosse boîte, quoi. Globalement, c'est ça le. Ouais, alors si tu veux, juste après mon diplôme, je suis parti habiter 1 an en Écosse. D'accord. Ouais, j'avais D'accord. besoin de voir du pays. Donc là-bas, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait barman, j'ai fait serveur, j'ai travaillé dans un centre d'appel, j'ai même fait testeur de jeux vidéo, figure-toi. Excellent. Et je suis revenu et j'ai mis à peu près 6 mois quand même à trouver du boulot derrière. C'était un peu compliqué. Et j'ai fait ingénieur dans une entreprise qui faisait de la laine de roche, qu'on voit souvent dans l'immobilier d'ailleurs chez Rockwool. D'accord. Voilà, j'ai travaillé là-bas 7 mois. Je suis plutôt laine de verre, moi. Laine Ouais. de roche, c'est vraiment mon délire, mais c'est efficace aussi, hein. C'est efficace. C'est des habitudes, en fait. Moi, j'ai été habitué à ça. Ok, et après, tu restes 6 mois, Ouais. et là, tu bascules dans l'immobilier, je crois. Enfin, Alors, je bascule, je suis parti dans les travaux publics, si tu veux. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, tu vois, mon grand-père était entrepreneur de travaux publics, mon père entrepreneur de travaux publics, et je voyais bien que dans cette société de laine de roche, c'était un truc de fou, quoi. Enfin, je gagnais plutôt correctement ma vie, les affaires tournaient super bien, mais on foutait rien de la journée, quoi. On passait 2 journées par semaine en séminaire, on nous demandait de rien foutre, on passait notre temps à la machine à café. Tout le monde était très sympathique, tu vois, mais moi j'avais envie de croquer le monde, j'avais envie de faire 1000 choses, et je m'ennuyais, je tournais en rond. Et puis j'essayais de chercher du boulot à côté, et un jour, un repas de famille, mon père me dit, ben, je reprendrais bien une autre boîte de travaux publics, est-ce que tu serais intéressé? Et j'ai saisi la balle au bon, je me suis dit, bah vas-y, quoi. feu. Ouais, feu, ça tombe du ciel, on y va, quoi. Ah, cool. Ouais, Et donc là, tu bosses avec ton père dans les travaux publics, ouais. et bon, tu as une aventure qui a duré combien de temps à peu près avec ton père? Elle a duré presque 12 ans. Ah, 12 ans, c'est beau quand même, 12 ans à travailler en famille. C'est dur de travailler en famille ou pas? Écoute, moi, je peux pas te dire que j'ai trouvé ça dur parce qu'on s'entendait tous très bien et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai bossé avec ma tante, mes oncles, mon père. Ah oui, c'était vraiment une entreprise nombreux. familiale. On est Ah ouais, il y ouais. avait pas... Vous étiez combien? 7 de la famille à travailler dedans. Ah ouais. Combien... Et il y avait des employés en plus ou pas? Ouais, ouais. Donc on avait 2 sociétés et on avait en tout presque 80 salariés. Ah quand même. Ah oui, c'est une grosse boîte quand même là. Ouais, ça, Enfin, c'est une grosse boîte, c'est une belle PME, on va dire. voilà, deux petites PME. Deux petites voilà. PME. Ah ouais, quand même. Et donc, vous étiez 7 membres de la famille et ça allait, comme tu disais, donc ça se passait bien, les réunions, tout ça, il n'y avait pas de... Ouais, ouais, on a ça en famille, peut-être que, tu vois, on sait se comprendre entre nous, et puis tu vois, quand il y en a un qui flanche un petit peu, et ben c'est l'autre qui prend le Ouais, relais, vous aider et Voilà. ça roule. et ainsi de suite. Donc 12 ans, là, on peut dire que dans le TP, tu étais dans l'immobilier, quoi. Parce que le TP, c'est un peu de l'immobilier, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Ouais, et d'autant plus que, tu vois, ma clientèle était essentiellement privée, donc c'était des travaux publics, mais moi, je travaillais que pour des privés, et des gens qui faisaient de la viabilisation de lotissement. Ils achetaient des terrains, des grands terrains, des petits terrains, et ils divisaient, et ils revendaient les lots. Et donc, on viabilisait à peu près 300 lots par an, quand même. Ah, c'est pas mal, hein, ça fait quand même Donc, pas mal. ouais, c'était... Sur 12 années, ça fait quelques lots, quoi. Ouais, ça fait quelques lots. J'en ai viabilisé quelques-uns, ouais. Et comment... Alors, c'est marrant, je vais te poser une question, parce que j'ai cette image dans le travaux public. Est-ce que quand tu étais gosse, tu rêvais des tracteurs et tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, dans mon entourage, il y a des mecs que je connais très bien d'ailleurs. Quand je passe avec eux dans la voiture, il y a des engins de chantier, tractopelle, tout ça. Tu vois dans leurs yeux que ça brille encore, tu vois. Ouais. Est-ce que tu étais un peu comme ça, toi? Vraiment, pas du tout. Mais alors, pas du tout, quoi. Le cordonnier est toujours le Ah, plus mal mais- chaussé, quoi. Alors, tu vois, autant mon cousin qui travaillait de temps en temps avec moi, qui était dans l'autre société, mais il savait tout conduire, tu vois. S'il fallait, il s'amusait avec les pelleteuses, charger des camions et tout. Moi, j'étais bidon. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ah ouais. Juste la déplacer sur le parc parce qu'elle gênait, parce que tu vois, dans la journée, il y avait un fournisseur qui arrivait, fallait déplacer une machine. C'était l'aventure, hein. Ah ouais. Ah ouais, je sais faire, quoi, mais ça me passionnait pas Ah du ouais, tout. aucune passion pour ça, quoi. C'est Non. vraiment. Alors, est-ce que quand même dans ce boulot, il y a des choses qui te passionnaient ou tu l'as fait vraiment, comme tu disais tout à l'heure, ton père t'a jeté une balle, tu l'as saisie sans savoir dans quoi tu t'embarquais finalement? Bah, alors moi, clairement, j'ai toujours eu un peu de mal avec l'autorité, tu vois.
J'ai toujours eu du mal à avoir un patron, à ce qu'on me dise quoi faire. Et l'avantage de là, c'est que j'étais chef d'agence, donc c'est moi qui décidais ce qu'on allait faire, qui décidais de tout. Donc ça, par contre, c'était vraiment ce qui me plaisait, tu vois. Je l'ai fait dans un choix vraiment de liberté. Ouais, donc toi, tu as choisi ça parce que je te reformule, je suis désolé, Ouais, mais parce que tu voulais pas d'autorité supérieure. Parce que quelque part, ton expérience professionnelle en tant qu'ingénieur, ou comme tu disais tout à l'heure, tu foutais rien et tu étais en roue libre, ça t'a aussi peut-être un peu écœuré, non? ah, complètement. Ouais, complètement. Et de voir que j'avais été dans cette entreprise où, tu vois, c'était un bullshit job, tu vois, comme on appelle communément. Je connais pas trop. Ben, moi, j'ai jamais trop. Enfin, j'ai été salarié moi aussi, mais bon, voilà, je l'ai pas été assez pour pouvoir employer ces termes-là, quoi. Ouais, en gros, dans mon ancien boulot d'ingénieur, tu avais des lignes de production qui marchaient très bien, tu vois. Et à côté, fallait payer des mecs, quoi. Donc, Ouais, qui profitaient entre guillemets de ces lignes de production. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. c'est vraiment le sentiment que j'avais, en tout cas, tu vois. Donc du coup, tu es là-dedans, même si t'as pas forcément de passion pour les engins, et tu apprends à diviser les terrains finalement sur le tas, quoi, en fait, en faisant ton travail, quoi. Ouais, exactement. Tu vois, avec le temps, on a des clients qui sont récurrents. J'avais des clients qui avaient mon âge, d'autres qui étaient un petit peu plus vieux que moi, d'autres qui avaient 60, 70 ans. Et avec le temps, on a vraiment sympathisé, on a vraiment lié. Tu vois, on a fait plusieurs voyages ensemble, des choses comme ça. Et eux me disaient à chaque fois, mais pourquoi tu t'embêtes? Tu te rends compte sur ta boîte, toi tu as 35 salariés, tu te prends la tête, tu as des payes à faire et tout. Il dit, nous, bon, on est cool, quoi. Enfin, on est cool. Je les voyais, moi, ils avaient leur voiture, leur téléphone, leur ordinateur, ils divisaient leur terrain, ils encaissaient leur marge. Je voyais que le bon côté des choses, tu vois. Ouais, je crois, ouais. Et, Chacun a ses problèmes, différents, mais a ses problèmes. mais ils me vendaient bien le truc, tu vois. Maintenant que je suis passé de l'autre côté, je vois les problèmes. Mais effectivement, gérer du personnel, gérer des salariés, beaucoup. Et puis surtout, bon, je salue tous mes anciens ouvriers, hein, bien entendu. Mais des ouvriers, c'est pas facile non plus par rapport à, tu vois, à des cadres ou. Ouais, mais tu sais, c'est paradoxal. Après, le problème, c'est que tu construis pas une entreprise tout seul non plus, quoi. C'est complexe. Je comprends que. En plus, je pense que le problème de la France, pour le coup, je pense que c'est un problème français, c'est qu'on a toute une partie de la population qui n'est pas motivée par le travail. Parce que, en ne travaillant pas, ils gagnent autant. Et c'est compréhensible. Et d'un autre côté, il faut le comprendre aussi, l'employeur, malgré que certains pensent que les entreprises, elles ont des arbres à argent où elles vont se récupérer la monnaie, mais il y a quand même des budgets, quoi. Donc tu peux pas non plus donner ce que tu veux à qui tu veux, quoi. Donc du coup, tu te retrouves effectivement, et je peux comprendre que des gens disent ça, tu te retrouves avec des gens qui disent, tu te fais chier avec des salariés, mais tu peux pas tout faire dans une boîte, quoi. Malheureusement, enfin, moi, j'ai pas trouvé le système où tout faire tout seul, quoi. Non, et tu as raison, hein. Et aujourd'hui, je me retrouve à tout faire tout seul dans ma nouvelle boîte. Alors, je suis associé avec mon cousin Ben. On commence à faire pas mal d'affaires, et ça commence à marcher. Et je commence déjà à en voir les nouvelles limites, tu vois. C'est ça. Tu pourras pas. De toute façon, tu vas retrouver avec les. Après, soit comment on appelle, voilà, tu te brides, voilà. Soit tu te brides et tu te dis, j'en reste à ça et ça sera ça ma vie. Soit tu te dis, ben voilà quoi. Ouais, exactement. Je pense que de toute façon, il y aura un moment où on reviendra avec des salariés. Mais tu vois, j'ai eu besoin d'un sas de décompression de quelques Ouais. années. Tu vois. Disons que c'est compliqué les salariés. Après, faut les gérer effectivement, mais bon, les locataires aussi, il faut les gérer, hein. De toute façon, il y a pas de magie, hein. Alors du coup, on va quand même en parler. Du coup, tu n'as pas peur d'embaucher. C'est-à-dire que malgré que tu vois la masse de travail que ça représente, si demain tu dois embaucher, tu l'as en tête le process en fait. C'est quelque chose que tu maîtrises aujourd'hui. Ah oui, oui, ça, des embauches, j'en ai fait un paquet, hein. Quels sont. Alors c'est un truc que tu sais que tu dois peut-être pas le savoir. Moi, je suis un mec inembauchable. J'ai jamais réussi. Mais c'est le grand malheur de ma vie. Tu sais que je suis encore à des moments où je me dis, à un moment donné, tu referas ton CV juste pas pour être pris, tu vois, mais pour voir si quand même avec les années, j'arriverai à me faire embaucher. J'ai jamais réussi à me faire embaucher une fois. Mais je pense que c'était un accident. D'ailleurs, quand ils m'ont embauché, ils m'ont demandé de refaire l'entretien parce que c'est moi qui ai eu le lead dans l'entretien. Et ils l'ont senti en fait. Ils se sont dit, mais on va quand même vous faire revenir parce que même si on vous prend, on aimerait quand même s'assurer parce que c'est vous qui avez mené l'entretien, quoi. Là, c'est pour les chaussures que je raconte dans le livre, tu vois. Mais Incroyable. c'est vrai que j'ai jamais. Alors, comment on embauche? Quels étaient tes critères, toi qui as quand même eu pas mal de salariés? C'est vraiment une question assez vaste, tu vois. Enfin, moi, j'ai surtout embauché des ouvriers, tu vois, des chefs d'équipe, des pelleteurs, des gens comme ça. Au final, je me suis rendu compte que dans ce métier-là, en tout cas, c'était beaucoup la recommandation. C'est-à-dire que sur le CV, je regardais les entreprises dans lesquelles la personne avait travaillé
et j'appelais le dirigeant, clairement. Ah oui, d'accord, tu voulais un retour direct. Ouais. Pour être sûr, tu vois, de la personnalité du gars, de son efficacité, de son travail. Je trouve qu'au final, c'est le meilleur retour parce que pendant l'entretien, si tu vois vite si, si en face de toi, tu as affaire à quelqu'un qui va le faire ou pas. Souvent, d'appeler, ça confirmait mon jugement, si tu veux. D'accord. Tu avais des trucs dans les entretiens que tu faisais, tu envoyais des... Pas vraiment. Non, pas vraiment. J'étais pas très piégeux, tu vois. Je suis plutôt bienveillant à l'origine. Et souvent, dans les travaux publics, c'est tout le temps dans l'urgence parce que faut attaquer les chantiers tout de suite. Ouais, Donc, quand j'embauchais, Donc, t'embauchais dans l'urgence, t'avais cette exactement, il fallait que le gars il soit là dans une semaine, tu vois. Donc, t'avais pas le temps d'envoyer des vannes, tu voulais juste trouver Non. le mec qui allait, quoi. après, je testais beaucoup en intérim, tu vois. Tester les gens un mois en intérim, voir. Je trouvais qu'à l'époque, c'était une bonne solution parce que, bon, quand tu signes un CDI avec quelqu'un, c'est le mariage, hein. Donc, C'est un peu ça. Donc, ton aventure dure 12 ans, elle s'arrête du coup, puisque s'il y a un début, il y a une fin, dans Ouais. ce que tu dis. c'est Tu peux ça. nous en parler un peu? Ouais. Ben, écoute, elle s'est arrêtée d'un coup, mais c'était mûrement réfléchi. J'ai fait plusieurs burn-out pendant tout ce temps-là. J'en ai fait un en 2012, j'en ai fait un en 2015, où il y avait beaucoup de pression, puis je m'en mettais aussi beaucoup, hein. Je me levais très tôt le matin, je rentrais tard le soir, et j'avais envie de changer. J'avais ce désir de faire des lotissements, justement. Mais voilà, quand tu as travaillé en famille, c'est compliqué de quitter sa famille aussi. Eh ouais, tu quittes pas que le travail, tu quittes aussi ta famille, c'est un peu difficile. Ouais, et tu vois, au final, en 2015, j'ai construit mon indépendance financière tout le long de ma carrière d'entrepreneur. Donc, j'ai acheté des immeubles entre-temps, j'ai acheté des maisons. Et à mon deuxième burn-out en 2016, j'avais beaucoup amorti de crédit. Donc là, j'ai renégocié mes crédits. Ça m'a dégagé tout de suite du cash flow. Ouais. C'est ce qui m'a permis de remplacer mon salaire, en fait, et de me dire, bah, ça y est, tu peux Allez, c'est bon, tu peux te barrer. Ouais. Voilà, tu peux te barrer. C'était bon. Et est-ce qu'on peut parler des burn-out? Parce que c'est un sujet Ouais. dont j'aurais toujours voulu parler, mais comme j'en ai jamais fait, peut-être que j'en ai fait, mais que je ne le sais pas d'ailleurs, j'ai l'occasion là d'en parler. Et c'est un sujet qui, je pense, peut intéresser beaucoup de monde parce que malheureusement, je crois c'est un phénomène de société qui est d'actualité, quoi. Ouais, alors, C'est quoi déjà pour toi? Enfin, comment toi tu définirais en l'ayant vécu aujourd'hui? Comment après les avoir vécus, tu le définirais? Pas la définition qu'on peut lire partout. Quels ont été pour toi les premiers signes où tu t'es dit je fais un burn-out? C'est quoi qui t'a révélé le burn-out? Alors, je vais t'expliquer. Si tu me demandais, tu vois, de décrire un mot pour le burn-out, je te écrirais le vide, par exemple. Si tu ressens un grand vide, en fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Une absence d'envie, une absence de désir. Il n'y a plus rien. T'as plus envie de rien, T'as quoi. plus envie de rien. Je vais te dire comment ça s'est passé. Moi, j'ai toujours eu la tête dans le guidon. J'ai attaqué cette entreprise en 2007. Quelle année? 2007. À 2007. D'accord, oui, je vois. D'accord. Et mon premier burn-out, je l'ai fait en 2012. Et jusque-là, tu vois, j'allais au boulot le matin. Moi, j'avais l'impression de sauver le monde. Je me défonçais, je bossais comme un fou. Et je prenais pas soin de moi. Je travaillais beaucoup, je mangeais un peu mal. Et Attends. C'est trop rapide pour moi, j'ai besoin de détails. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais pris du poids? Ça veut dire que tu te sentais mal dans ton corps? Ça veut dire que quand tu montais les escaliers, tu étais essoufflé? C'était quoi? alors, j'ai toujours été très sportif. Tu vois, je faisais beaucoup de musculation. Donc, ça a été déjà de. Avant, je m'entraînais 3 fois par semaine. Et ben maintenant, c'était plus qu'une fois par semaine le samedi. Donc, tu vois, j'avais plus cette soupape pour décompresser. Qui dit musculation dit alimentation quand même vraiment soignée. Ça, j'ai laissé tomber, tu vois. McDo? Ouais, alors, même, tu vois, même pas tellement McDo, plutôt ne pas manger. Tu vois, je faisais la journée en apnée, je mangeais pas. Je travaillais. Et je le fais ça aussi, ça c'est pas très bon. Ouais, ou alors, tu vois, un sandwich triangle à la con en conduisant sur l'autoroute, tu vois, ce genre de truc. Donc, c'était un peu ça. J'avais déjà mes 2 enfants à l'époque, donc il y avait 4 et 2 ans, que je voyais quasiment jamais. Et en fait, un samedi matin, on faisait le déménagement de ma sœur. Et me demande pas pourquoi, je me suis mis à chialer le samedi matin. Mais à pleurer comme une madeleine, quoi. Et je comprenais pas ce qui allait parce que j'avais pas l'impression d'aller mal. Pour moi, ça allait. Et en fait, j'ai fait le déménagement quand même, mais j'ai pleuré toute la journée. Et la journée du dimanche, un légume, quoi. Enfin, pas d'envie, rien. Et à l'époque, ma compagne de l'époque me dit mais tu peux pas aller au boulot le lundi matin comme ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Même, enfin, pour te dire, elle avait appelé ma mère à l'époque pour qu'elle vienne me voir en disant je comprends pas ce qui lui arrive. Ouais, il a un problème, il faut venir urgemment. Ouais. Voilà. Et donc j'ai pris rendez-vous le lundi chez le Toubib.
Et c'est le Toubib qui m'a dit, vous faites un burn-out. D'accord. Et Je voyais pas du tout ça. Enfin, tu vois, j'ai pas de. Moi, j'en entends parler, j'en ai pas connu, donc je peux pas dire que j'en ai fait, puisque ça correspond pas. Donc, en fait, finalement, moi, je vais le traduire avec ce que j'ai entendu. Tu as petit à petit perdu dans ton quotidien, comme tu disais, tu as appelé ça soupape de décompression, mais des moments qui étaient à toi, ouais, tu les as perdus, et petit à petit, ben, en fait, tu t'as sombré dans cette espèce tu faisais toujours la même chose, répétitive, et ça t'a bouffé, quoi. c'est ça. Et en fait, tu n'as plus que le travail. Et a posteriori, j'ai pu analyser. Et en fait, dans la semaine, on avait eu un gros impayé, tu vois. Et comme toute ma vie reposait sur ce pilier-là, et le truc s'est régularisé 15 jours après, tu vois. Mais sur le coup, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Mais j'ai eu tellement peur que mon monde vacille d'un coup, que c'est ça qui m'a entraîné là-dedans, quoi. Plus rien n'existait. Ouais, alors en fait, tu vois, c'est intéressant parce que finalement, le burn-out, c'est quand tout repose sur un seul truc. Ouais, Finalement, c'est une façon aussi vulgaire de le dire, j'imagine, mais. moi, c'est en tout cas de mon expérience à moi, c'est ce que je dirais, tu vois. Et comment tu t'en es sorti? Parce que bon, c'est bien beau qu'on parle qu'on définisse le burn-out, mais comment on en sort? Alors, si tu veux, le docteur m'a dit, il faut que vous redonniez de l'espace à votre famille, donc vous allez arrêter de bosser les mercredis après-midi. Donc je lui dis, mais vous êtes fou, je vais très bien, tu sais. Non, mais parce que j'imagine le truc, c'est t'as envie de dire, ouais, de quoi tu parles, toi? Ouais, mais c'est Qu'est-ce que ça, tu me dis? Et ton emploi du temps, moi je m'en occupe. truc de fou. Et mais il m'a dit, bah, écoutez, faites ça, sinon dans 3 mois je vous revois et vous mettrez 6 mois à vous en remettre. Donc je l'ai pris au mot et j'ai vraiment pris mes mercredis après-midi. Et je te jure que les premiers mercredis après-midi à emmener les gamins au parc, je passais mon temps sur mon téléphone avec l'ordinateur sur l'autre cuisse et je me disais, pourquoi je suis là, je devrais être au boulot. Et c'est horrible hein, si mes filles m'entendent, mais tu vois, et au bout de 4, 5 mercredis, bah, je prenais plus le téléphone, je prenais plus l'ordi, et au bout de 2 mois, je me suis dit, mais comment j'ai pu vivre autrement avant, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux. Ouais, mais parce qu'en fait, tu savais pas. Tu savais pas. Après, je pense qu'il y a aussi quand même une nature. On a des natures différentes. Bien Je sûr, pense que ça joue aussi énormément. On a une tolérance à ce qu'on met dans nos vies qui est très différente. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et alors, ça m'intéresse tout ce que tu me dis parce que du coup, tu as réappris à vivre en famille, si je comprends. Ouais, exactement, exactement. Et c'est tout à fait ça. J'ai retrouvé le bonheur d'être avec mes enfants, de passer des moments simples. Pour moi, c'est vrai qu'avant, tu vois, il y avait quand même que le boulot, quoi. Et oui, oui, c'était le centre de ta vie. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas facile. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui nous écoute parce qu'en fait, bon, dans ton histoire, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu m'as dit, tu as quand même inconsciemment, peut-être, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, mais c'est ce que tu m'expliquais, tu as découvert l'indépendance financière sur Internet. Ouais, Mais en fait, finalement, inconsciemment, tu avais déjà mis en place ce qu'il fallait. Et du coup, j'imagine que quand tout ça s'est mis en place pour toi, comme tu avais déjà des choses en amont qui étaient en place, tu as pu réguler et quitter ton emploi et aujourd'hui avoir une autre vie. Malheureusement, par rapport aux gens qui nous écoutent, tu as plein de gens, même je dirais la majorité, qui ne sont pas dans ton cas, quoi. bien sûr. Qui, eux, ont toujours leur travail, ont toujours leur problème de burn-out et qui doivent le subir au quotidien. Qu'est-ce que tu donnerais comme. Enfin, alors c'est compliqué parce que tu ne l'as pas vécu, mais qu'est-ce que tu donnerais malgré tout comme conseil, quoi? Franchement, ce que je pourrais dire, c'est d'arrêter de faire reposer sa vie justement sur un seul pilier quand le travail devient trop prépondérant comme ça. Il faut faire cesser la source de stress au plus vite en fait, c'est-à-dire changer de boulot quoi. Si vraiment... Ouais, attends, je te coupe, je suis désolé, c'est facile à dire. Mais quand ton boulot. Moi, j'ai le cas. Dans Ouais. ma famille, en ce moment, j'ai quelqu'un qui est dans ce cas-là. Et arrêter son travail, c'est aussi arrêter une source de revenus importante dont on n'est pas sûr Bien sûr, qu'on arrivera à la reproduire. Et tu sais comme moi que malheureusement, l'argent que tu dépenses, enfin, l'argent que tu as à dépenser, c'est ce sur quoi tu cales ton train de vie. Donc, tout à le fait. grand malheur, c'est que sur le fond, tu as raison, mais sur la forme, c'est un peu plus compliqué à mettre en place quand même. Alors, tu vois, pour nuancer ce que tu dis, c'est que comme quoi ça n'a pas dû me servir complètement de leçon et je suis retourné dans mes schémas parce que j'ai fait un deuxième burn-out à cheval entre 2015 et 2016. Et c'est à celui-là où je me suis dit, maintenant, je change de vie. Et tu vois, après, j'ai mis encore 1 an juste parce que c'est compliqué de se séparer de sa famille et il faut laisser les affaires propres derrière soi. Mais entre ces deux burn-out, là, j'ai mis vraiment beaucoup de choses en place en me disant, il faut que je construise mon plan de sortie, quoi. Donc c'est là où j'ai continué mes investissements, où j'ai arbitré, où j'ai fait tout ça. Donc vraiment, la personne pour qui c'est intenable, qui peut plus tenir dans son boulot, il faut pas avoir un gros train de vie à côté. C'est le secret, c'est de devenir un peu minimaliste. Faut dégorger la bête, quoi. Et j'ai une question à te poser qui est intéressante. Est-ce que quand tu as fait ton plan d'évasion,
ça t'a pas fait du bien aussi quelque part. Parce que finalement, même si tu as toujours la source de stress, le fait qu'à ton cerveau, tu lui dises, ben voilà, là, je suis en train quand même de mettre en place des choses pour justement partir, est-ce que ça t'a pas fait du bien de faire le plan? Alors là, tu as tout à fait raison. Vraiment, quand j'ai fait ce plan-là, quand j'ai fait les maths, tu vois, vraiment, que j'ai regardé mon patrimoine, que j'ai vu ce que j'allais arbitrer, que j'ai vu le cash flow avec les nouveaux crédits, et où je me suis dit, bah, ça y est, ça remplace ton salaire, ouais, ça soulage. Parce que tu sais que c'est un peu, tu sais, comme on dit, le fuck you money, quoi. Ouais, c'est ça. Si un jour, la soupape, elle est trop pleine, tu peux te casser du jour au lendemain. C'est ça. C'est le conseil qu'il faut retirer, je pense, c'est de ce qui vient, c'est ce que vient de dire Anthony. C'est voilà, si tu as un problème, commence déjà par te poser et t'asseoir et affronter le problème, parce que du coup, tu as affronté le problème. Indirectement, tu t'en es peut-être pas rendu compte ou tu t'en es rendu compte, je sais pas, mais on affronte le problème en s'asseyant, en se disant, c'est ça ma situation et je dois faire ça pour m'en sortir. Rien que de savoir ça, déjà dans ta tête, l'air de rien, tu commences à construire une évasion possible. Ouais, c'est certain. Tu commences à dessiner ton plan de sortie. Et ça implique vraiment de se poser. Puis c'est froid, hein, mais il faut faire les maths, il faut vraiment faire les calculs. Et c'est ça qui te rassure. C'est quand tu vois qu'il y a un chemin possible, tu baisses un peu ton train de vie, enfin tu regardes tout, quoi. Mais quand tu vois que ça fonctionne, forcément que ça te libère une porte dans le cerveau, là où tu n'en voyais pas avant. Alors, moi, là c'est très bien, ça me fait la transition parfaite. Donc toi, l'immobilier a joué un rôle prépondérant dans ta vie, puisque c'est lui qui t'a permis de partir. J'aimerais bien que tu nous donnes ton opinion déjà sur les revenus locatifs, ta vision, toi, en ayant eu ça comme revenu, en te basant partiellement dessus. Quelle est ta vision des revenus locatifs aujourd'hui? Moi, je te dirais que c'est quelque chose qui me sécurise. Parce que, tu vois, te dire que tu as pris, je sais pas, n'importe quoi, un petit contrat, un petit truc qui t'a fait gagner 500 euros un mois, si tu veux le reproduire tous les mois, il faut le faire 12 fois. Alors que l'appart, tu l'achètes une fois et les 500 euros de loyer, ils tombent tous les mois. Donc moi, je trouve que c'est hyper sécurisant et un peu comme tu dis, j'aurais du mal à vivre sans mes loyers aujourd'hui, ça me rassure. Moi, je peux pas vivre sans. Hein. Ouais, je peux pas vivre sans. Un peu le doudou, quoi. C'est pas le doudou, et puis quand ça rentre dans la stratégie, ça devient aussi un pilier. Quoi. Mais effectivement, tu as raison, c'est aussi un doudou. Ouais. C'est certain. Après, par contre, ce que je dirais, c'est qu'il en faut quand même beaucoup. Quand j'ai voulu faire ça, tu vois, je suis allé voir un de mes clients à l'époque qui faisait de la division foncière, mais qui avait aussi beaucoup d'immobilier locatif. Et il m'a dit, ce que je dis toujours dans l'immobilier, c'est un tiers d'impôt, un tiers pour remettre dans les réparations du bien et un tiers pour toi. Dis donc, si tu veux 2 000 euros par mois, il te faut 6 000 euros de loyer. Je suis d'accord, mais il y a encore un autre point aussi qu'il faut rajouter, c'est que pour arriver à un revenu convenable, il faut élever la barre relativement haut parce que malheureusement, il y a tous les imprévus. Ouais. Il y a les imprévus aussi. Ah non, mais c'est vachement simpliste ce que je te dis. Mais tu vois, dans ma tête, c'était ça. Je me suis dit, moi, si je veux aller 2 000 ou 3 000 balles, il faut que je vise 10 000 euros de loyer. C'est ça. Mais 10 000, c'est une vraie étape de toute façon. Quand tu arrives aux 10 000, déjà, tu vois la différence sur tes comptes en fait. Ouais. Et dans la gestion, tu sais. Ne serait-ce que pour le foncier en fin d'année. Je ne sais pas si tu as vécu ça, mais quand tu commences avec zéro, le foncier en fin d'année, au début, c'est une douleur en fait. Ouais. Et après, plus tu avances, et plus, en fait, le foncier, ça devient naturel. Et à un moment donné, tu te retournes, tu dis, ah mais en fait, le foncier n'est plus un problème. Donc, j'ai avancé. Enfin, moi, ça a été aussi, il y a des années en arrière de ça, ce que j'ai vécu avec le foncier. Moi, j'ai vu la première vraie différence, même si tu n'as plus rien à déduire, c'est le jour où j'ai eu un crédit de payé, un premier bien de payé. Et ça te donne un oxygène de fou, quoi. Ah, mais ça, moi, j'ai des biens soldés depuis 2007, quand toi, tu as commencé ta boîte. Ouais. Donc, je peux te dire que ça, j'ai vite compris. Hein. Ouais. Ça, j'ai vite compris que quand tu n'avais pas de crédit, ça fait du bien. Ouais. 2006 exactement. Même, je crois, le premier. 2006, mais je l'ai vendu après. Mais bon, voilà, bref. Oui, c'est vrai, tu as raison. Sans crédit, c'est... Et alors, du coup, pour toi, l'immobilier aujourd'hui, tu le vois comment? Est-ce que c'est ta stratégie centrale ou c'est, tu sais, voilà, ça plus ça plus ça, c'est une chose parmi tant d'autres? Alors, c'est plus la deuxième chose, tu vois, dans le point où j'en suis de stratégie, et on en a encore parlé ensemble tous les deux, il y a pas mal de choses encore à revoir, mais tu vois, à l'heure actuelle, mes loyers, c'est une partie de ma stratégie. Après, moi, j'ai commencé à arbitrer et à investir un petit peu en bourse, donc j'ai des revenus boursiers à côté qui complètent. J'ai voulu commencer comme ça et j'ai trouvé ça tellement bien que ça me motive à continuer là-dedans parce que pour le coup, ça, c'est vraiment passif. À la bourse, je suis d'accord, je te valide. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, tu vois, j'ai développé plein d'autres sources de revenus depuis. Alors, une notamment qui n'est pas des moindres, c'est ma SAS de division foncière. Donc, où je fais des lotissements, hein, j'achète des terrains, des grandes parcelles que je divise, que je revends en lots de terrains nus à bâtir. J'ai fait ça.
J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté. Je place ma petite pub au milieu. Vas-y, il n'y a pas de souci. Qui apprend à faire des lotissements. À côté, on a aussi fait une formation en ligne qui complète ce livre. Je fais un petit peu de coaching aussi. Voilà, donc... Alors, j'ai une question à te poser parce que c'est bien que tu fais mes transitions, c'est parfait. Est-ce que tu pourrais toucher un mot des terrains? Parce que les terrains, alors de mon point de vue, mais ça va être intéressant d'avoir le tien, pour moi, c'est pas accessible à tout le monde en fait. Non, je suis pas d'accord. Ah ben c'est très bien. Pour moi, si tu veux, c'est vrai que, et c'est quelque chose que je ne conseille pas forcément de commencer par ça, parce que je pense que le terrain, il faut, alors c'est mon opinion, avoir un peu de bouteille et un peu d'argent devant soi, parce que ça demande quand même voilà, un peu d'inertie pour que ça se lance. C'est mon opinion, après j'attends avec impatience ton retour. Alors moi, si tu veux, je vois pas ça comme une stratégie centrale, ni une stratégie par laquelle tu débutes, mais c'est des excellents projets fil rouge. Parce que tu bosses un petit peu au départ. Quand tu as trouvé le terrain, tu bosses un petit peu pour sortir ton permis d'aménager ou ta déclaration préalable. Tu fais bosser un géomètre. Après, tu fais plus rien. Quand tu as ton autorisation, tu fais bosser un agent IMO pour qu'il te vende tes terrains. Moi, souvent, je refais bosser l'agent IMO qui m'a rencardé sur le terrain à diviser. Et tu fais un petit peu le chef d'orchestre, mais par petites touches. Quand tu fais tes travaux, tu t'entoures de bonnes entreprises compétentes. Toi, tu viens vérifier que tout se passe bien. Alors moi, je suis du métier aussi, donc... ça aide un peu, je pense. Voilà, j'ai plus de facilité à vérifier ces travaux-là. Et peut-être, mais si tu t'entoures de bons professionnels, il n'y a pas de raison. Après, tu passes tes ventes chez le notaire. Donc c'est vrai que c'est long, hein. Tu mets en moyenne entre 1 an et 18 mois pour faire une opération. Je suis à peu près d'accord avec ça, ouais. Mais quand il n'y a pas de problème, parce que moi, dans un de mes programmes, je montre une division de terrain. J'ai eu un voisin qui m'a attaqué. Oui. Ça a duré un peu plus longtemps. On est d'accord. Non, mais voilà, après, c'est pour ça que je te dis, je préfère que la personne qui commence ait un peu de bouteille quand même. Oui. Ça peut vite être stressant, je pense. Alors moi, tu vois, c'est vrai que je le fais en campagne. Je suis dans la Loire, je suis à côté de Saint-Étienne. Peut-être que les gens sont un petit peu moins procéduriers que si tu vas faire ça dans d'autres villes. Et encore, ça veut rien dire. Je pense pas. Après, je pense que tu as quand même raison sur certains points. Ici, on est dans des zones... Enfin, chez vous aussi, c'est tendu, mais ici, c'est très tendu. Les marchés sont pris par des gros, mais comme chez toi, j'imagine. Et du coup, c'est vrai que ça joue des coudes un peu des fois. C'est ça aussi le problème des régions sud. Il y a beaucoup de monde. Mais bon, toi, ça se passe bien de manière générale, on va dire. Oui, voilà, oui, vraiment, ouais, je ne peux pas dire que ça se passe mal. Non, non, ça se passe très bien. Par contre, après, c'est vrai qu'il faut un petit peu d'apport. Tu fais pas ça si... Voilà. Donc, si je résume, il faut quand même un peu d'argent et un peu de patience. Et un peu de patience, exactement. Alors bon, après, je pense, je vais me permettre, je vais faire l'arbitre, même si je suis jugé parti. Je pense que tu as quand même l'expérience qui parle, donc toi, tu vois ça facilement. Je reste quand même un petit peu convaincu que si tu es débutant et que tu nous écoutes, commence par une petite opération avant d'attaquer direct les terrains. Ah non, mais c'est sûr. Parce que c'est quand même pas, je pense, le truc le plus simple. C'est sûr. Après, tu vois, il y a le step intermédiaire qu'on apprend aussi. Et j'ai un lecteur du livre qui l'a fait, qui m'a fait un retour, qui m'a fait hyper plaisir. C'est d'acheter sa RP avec du terrain, diviser le terrain, revendre le bout de terrain. Alors tu vois, je vais te raconter une histoire qui est très drôle, qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Ici, dans le coin, les mecs te vendent les maisons comme ça, prix fini. Après, le problème, c'est que ça dépend des régions, je pense. Dans ma région, ici, c'est comme ça parce que les terrains ici, voilà, là, il y a une opération sur laquelle, d'ailleurs, tu vois, j'aurais pu très bien me mettre parce que j'ai eu vent avant tout le monde, donc j'aurais pu vraiment agir. Mais tu verrais, ça a fini en guerre, quoi. Alors, aux enchères, ils ont terminé. Les deux voisins, ils se sont attaqués parce qu'en fait, il y avait un des deux voisins qui voulait racheter la maison justement pour éviter que ça se bâtisse. Un lotisseur qui voulait lui lotir. Et en fait, ça s'est fini qu'ils se sont appelés en se disant, bon, écoute, moi je prends la moitié, toi tu prends l'autre moitié, parce que les deux avaient de l'argent. Il a dit, donc ça va continuer. Ils ont commencé pour te donner des prix, ça a commencé à 500 et quelques, et on est quasiment à 700 000, et ils se sont arrêtés en se parlant, parce que sinon ça aurait continué à monter. C'est pour te donner... Il reste plus de marge derrière après. Ah mais non, mais parce qu'en fait... C'est l'orgueil qui parle. C'est l'orgueil qui parle, et puis c'est tellement demandé dans ma région, enfin dans certaines régions, que les mecs, ils peuvent se battre pour des grosses zones, quoi, tu vois. Et là, en ce moment... Il y a une pénurie dans la région là, de terrain. Les aménageurs fonciers, il y en a qui nous font passer des mots, l'air de dire vous nous appelez de suite. Voilà. Donc ça dépend, je pense, vraiment des régions aussi, quoi. Ouais, tu sens que c'est tendu par essence parce que la terre, voilà, il y en a une quantité définie, quoi. Hein. Définie, puis les politiques actuelles tendent vers on arrête le constructible. Ouais. Donc ça va devenir compliqué dans les années qui arrivent. Après, tu as du marché dans la démolition de vieilles masures existantes et division derrière, tu vois. C'est tout à fait vrai.
Ça, c'est intéressant. C'est tout à fait vrai, mais là c'est pareil. Tu vas convenir avec moi qu'il faut de l'expérience. Là, il faut de l'expérience, ouais, c'est sûr. Tu te lances pas là-dedans en première opération comme ça, c'est certain. Oui, non, c'est pas possible. Ne le fais pas. Non. Alors du coup, comment toi tu vois... Alors du coup, tu as la casquette de bailleur, tu as la casquette d'aménageur foncier. Est-ce qu'il y a d'autres casquettes que tu voudrais rajouter à ton arc? Est-ce qu'il y a d'autres types de projets que tu as fait? Enfin, dans l'immobilier, je parle. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as réalisées ou tu t'es concentré que sur ces deux parties-là? Non, vraiment, pour l'instant, j'ai, comme tu dis, la casquette de bailleur, aménageur foncier. J'ai fait une petite promotion, mais c'était sur une SCI. J'ai construit un immeuble de 8 logements. Mais tu es maître d'œuvre et maître d'ouvrage, on en a parlé un peu tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que tu es à la fois le client et à la fois celui qui a fait les travaux, quoi. Ouais, exactement. Et je vais recommencer l'année prochaine avec un petit immeuble de 3 logements, mais pareil, qu'on garde en SCI. Et cette année, on a voulu faire une petite promotion pour la première fois. 2 maisons finies à vendre. Et finalement, on a eu des problèmes avec le permis, donc ça, c'est pas sorti. Mais j'ai toujours ce projet de construire, tu vois, des petites maisons en bande ou des choses comme ça. Ah oui, ça, tu as envie de construire, ouais. Ouais, ça me plairait bien. Ça te plairait bien, d'accord. Marchand de biens, pas du tout? C'est pas ton truc? J'en ai fait, on a fait 2 premières opérations de marchand cette année. Ça nous a bien plu. J'ai mandaté 2 agents IMO qu'on connaît bien pour qu'ils essayent de me trouver quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Ah, c'est chaud à trouver, c'est un marché, il faut s'en occuper, ça. Mais ouais, d'accord, t'as quand même... Oui, t'as touché un peu à tout dans l'immobilier, Ouais. t'as quand même une vision globale aujourd'hui. Ouais, ah oui. Alors pour toi, c'est quoi le plus rentable? Il va me dire les terrains, forcément, des formations professionnelles. Mais oui, c'est ce que je vais te dire, ouais. parce que déjà, peut-être que j'ai une affection particulière avec ça. Mais si tu regardes au niveau du temps que tu y passes par rapport à ce que ça rapporte, c'est clairement les terrains. Un terrain, tu vois, Parce que attends, avant que tu parles, je coupe, je suis désolé de vous dire, je veux le dire parce que c'est marrant, mais quand tu parles avec un mec de l'immobilier qui a une spécialité, sa spécialité, c'est toujours la meilleure. bien sûr. Je suis désolé mais vas-y, explique. Si tu Attends, regardes le temps que tu y passes, je vais te donner mes points de vue. Un terrain, ça s'effondre pas déjà, tu vois. Enfin, bon, ça, c'est un vrai point de vue, ça, voilà. Effectivement. Ça peut, hein, mais bon, c'est très rare. C'est très rare. Si en bord de mer, ouais, oui, sur les falaises. c'est ça. Mais il faut vraiment que tu l'aies pas vu quand même. Ouais, mais si tu veux, voilà, quand on livre un lot de lotissement à une personne, bon, il y a 4 bornes dans les coins, il y a sa logette d'électricité, son compteur d'eau, il n'y a rien à dire, quoi. Non, il n'y a pas... T'as pas... En fait, en soi, je vais prendre les devants, mais c'est vrai que il peut ne pas y avoir du tout de surprise, en fait. Si tout s'est bien passé en amont quand toi tu vends, après, les problèmes, c'est presque pas toi qui les as, quoi. Tu les as délégués, quoi. C'est ça. Alors après, là, on dresse un tableau idyllique, hein, tu sais, il peut arriver des problèmes... Mais quand même, en règle générale, pour ça, c'est vachement bien, je trouve. Alors, moi, je vais quand même... Il y a quand même un point d'entrée que je veux vraiment souligner. Tout à l'heure, il l'a dit entre 2 mots, mais en termes d'apport, et selon les régions, on parle de gros apports. Voilà. Moi, je suis obligé de le préciser parce que c'est des montants qui, selon les personnes qui nous écoutent, alors certains vont les avoir sur les comptes, et bien évidemment, faites-le. Si tu n'as pas l'argent... Je ne peux pas conseiller de le faire. Ouais, moi, dans mon livre, hein, pour parler de chiffres, je parle de 70 000 euros. C'est un minimum, si tu es en campagne. Voilà, c'est ce que j'allais le préciser, selon les régions. Parce qu'ici, je pense que tu peux multiplier. Oui, mais... Plutôt par 2 minimum, j'ai plutôt même tendance à dire par 3. Non, oui, on est bien d'accord. Plutôt par 3, mais ça dépend des régions. Après, là où je te rejoins, et je suis obligé de le préciser, les terrains, c'est hyper liquide. Je veux dire, c'est... rien que pour en parler, là, je en parle de ça, mais par rapport à l'agence, de toute façon, il y aura une émission dans pas longtemps où je vais en parler. J'ai déjà, moi, rien que personnellement, sans même avoir transmis les coordonnées, j'ai déjà 2-3 personnes qui cherchent des terrains. Tout le monde cherche un terrain. Ah, mais c'est sûr. Et puis, si tu es au prix, parce que bon, il faut sortir au prix. Mais si tu es au prix, nous, tu vois, on a un lotissement qu'on est en train de faire actuellement, on a 8 lots. Les 8 lots, ils sont partis pendant le Covid. Ah non, mais... Tu viens de tout... Mais de toute façon, pour moi, l'immobilier, si tu es au prix, il n'y a pas de discussion en fait. Il y a des discussions quand tu n'es pas au prix. Mais après, le fait de ne pas être au pri, c'est limite un avantage pour des gens comme nous, quoi. Ouais, mais oui, ça c'est sûr. Alors, c'est quoi ton process? Je passe un peu du coq à l'âne, mais j'aime bien faire ça. Quand tu achètes des biens pour toi, parce que du coup, quand on achète des terrains, j'imagine, c'est mon imagination qui parle, mais j'imagine qu'on regarde certaines choses. Enfin, je le sais aussi, l'exposition, l'emplacement du terrain, voilà, et sûrement aussi des éléments techniques que je ne maîtrise pas. La nature du sol, voilà, des venues tu regardes d'eau, certaines choses. Comment tu fais quand tu vas visiter, à l'inverse,
pour toi, pour louer des biens tout faits? Alors, j'ai déjà plus ou moins ma réponse, tu construis, parce que j'imagine que ça rentre plus facilement dans tes critères. Mais imaginons que tu n'as pas le choix. Ouais. Qu'est-ce que tu vas regarder sur des biens que tu visites comme ça, qui vont attirer ton attention? Moi, j'ai la phobie des fissures, donc je les traque. Ah ouais. Ouais, je traque tout ce qui est. Mais ça, tu vois, c'est une déformation professionnelle du métier de travaux publics. Je regarde les fondations. C'est la base. Tu vois, je fais le tour de l'immeuble, je regarde les fondations. Je regarde le salpêtre qui monte au pied de l'immeuble, je regarde les lézardes, je regarde tout ça. Ça me fait rire que tu dises ça, parce que moi, quand je visite un immeuble, je visite les caves. Donc c'est marrant, tu vois, et pourtant je suis pas aménageur, mais effectivement les gens regardent pas les fondations, alors que si c'est mal fait, il y a un problème, quoi. Ouais, moi j'essaie tout ce que je peux voir, parce que je me dis que au pire, tout le reste est rattrapable. Même si la toiture passe à travers, on peut la refaire. Mais si les fondations sont pourries, on est foutu, quoi. Faut raser, faut tout raser. Faut raser, faut faire un lotissement derrière. D'accord, donc les fondations sont un élément essentiel pour toi. Ouais. Et en copro, tu fais comment du coup? Pareil, tu raisonnes sur la copro au global, ou tu vas te dire non, je vois la copro, puis après je regarde l'appart indépendamment? Tu vois, pour le dernier bien qu'on a acheté, où on fait du Airbnb dedans, dans ma ville, il y avait beaucoup d'historique, si tu veux. Mon notaire, je le connais depuis très longtemps. C'est un immeuble qui s'est vendu, revendu, puis c'est une ville historique, donc l'immeuble a peut-être 200 ans, tu vois. Donc là-dessus, j'ai la confiance de mon notaire, donc j'ai déjà fait mon contrôle moi. Après, je connais le vendeur, je connais le notaire, et je suis plus rassuré, tu vois. Cet immeuble-là, je le voyais quand j'étais gamin, moi. Donc voilà, T'as pris, on va dire, grâce aux éléments extérieurs qui ont agrémenté ce que tu as déjà vu, quoi. Ouais, C'est là-dessus que tu exactement. t'es basé. Je vais rebondir sur ton Airbnb, ça m'intéresse. T'en penses quoi de Airbnb? Du bien et du moins bien, tu vois. Vas-y, rapidement, un peu des deux. Si tu veux, pour le gars qui a pas trop de revenus au départ, qui est dans une ville où les rentabilités sont à 6-7%, c'est un super levier pour tout de suite dégager du cash flow, pour se lancer dans l'immobilier et faire du cash tout de suite, avoir un bien qui ne te coûte pas, qui te rapporte. C'est pas sans effort. Tu peux quand même relativement automatiser. Si tu en as un jusqu'à 4, 5, ça marche très bien. Après, voilà, une fois de temps en temps, faut pas avoir trop d'affect. Faut te mettre dans la tête que Ça, c'est vrai, ouais. une fois par an, ton bien, il va prendre cher, quoi. Ouais, c'est ça. Et au niveau de l'automatisation, tu penses que c'est efficace sur ces biens-là? Ça dépend ce que tu appelles automatisation. Moi, il faut que tu trouves une femme de ménage qui soit super bien. C'est surtout ça qui va compter. Quelqu'un qui a de bons yeux et qui est relativement disponible. Parce que si tu fais à la nuitée, par exemple, dans un appartement, elle va venir tous les jours. T'es parti sur la nuitée sur ton truc? Sur le petit appartement, on est à la nuitée, ouais. Ah, mais ça marche bien, hein. Non, mais je sais, mais c'est parce qu'en fait, moi, on en a un, nous, qui est indirectement, indirectement, il n'est pas directement à moi. Moi, je suis, pour moi, c'est comment, je sais pas comment. En fait, le problème, c'est exactement ce que j'ai pointé du doigt tout à l'heure en rigolant, en disant, tu sais, pour les spécialités dans l'immobilier, là, c'est la même chose. Le fait est que je connais depuis toujours l'immobilier à l'année. Bien sûr. Donc, si tu veux, pour moi, la charge de travail que représente, je comprends pas, en fait. En fait, non, mais il suffit que tu aies un calendrier partagé avec ta femme de ménage, que tu aies une boîte à clés, Ah non, mais même. des messages enregistrés. Même. Pour moi, il y a toujours des trucs. Bah, Toujours trop de trucs. En fait, si tu ouais, veux. tu vas passer 10-15 minutes par jour, peut-être, tu vois. C'est ça. Ouais, je suis assez d'accord. Quand il n'y a eu aucun problème. Quand il y a eu aucun Parce problème. que quand il y a eu des problèmes, c'est tout de suite beaucoup plus, quoi. Et c'est ça, en fait, que Tu vois, sur ce petit appart qu'on a acheté au prix, hein, vraiment, il est plutôt même un petit peu en fourchette haute pour de l'ancien dans ma ville. On a 395 € de crédit et le premier mois d'exploitation, on a 900 € de recettes en face, tu vois. Ah, c'est propre, hein. Donc, J'aurais pas cru, tu vois. non, ouais, non, j'aurais pas cru. c'est incroyable, hein. Et on a que 3 semaines de pleine, tu vois. On n'est pas encore en mois complet. Ouais, t'es pas plein, quoi. Non. Écoute, bon, voilà. Moi, j'ai pas eu. C'est Voilà, pas. après, Ce que j'en vois aujourd'hui, ça ne correspond pas à mes attentes, mais qui sont normales. Puisque moi, mes Bien attentes sûr. aujourd'hui, c'est une délégation. Moi, c'est total. C'est-à-dire, je suis pas aveugle, mais presque sur. Ouais, mais complètement. Et puis, mais je pense que le faire soi-même, c'est une stratégie quand tu commences, mais ça permet Ah, mais avec des rentabilités qui sont bonnes, et ben au début tu charbonnes et tu rembourses, tu vois, tu prends un crédit même court à la limite. Ah non, mais je suis pour, comme tu dis, faire les choses soi-même, travailler au départ. Comment tu veux déléguer des choses que tu sais pas faire? Enfin, pour moi, c'est impossible, quoi. C'est certain. Et alors,
question rigolote aussi, mais j'ai quand même envie de te demander. Je reviens un peu, je refais un zoom un peu en arrière et je revois l'image en entier. Dans ta famille, ils investissent ou pas du coup? Pas beaucoup. C'est moi qui, c'est moi qui ai emmené mon père sur l'investissement, par exemple. Ah d'accord, donc c'est vraiment, tu as eu le lead là-dessus. J'aurais cru l'inverse, tu vois. Donc toi, tu as eu ces burn-out, tu sors, tu rentres dans enfin, tu étais déjà plus ou moins dans l'immobilier, tu tiens, enfonces un peu plus aujourd'hui. Tu as eu l'initiative de tout ça. Comment du coup c'est perçu de l'extérieur si en plus tu as l'initiative? Alors, au début, plutôt négativement. Par exemple, quand j'ai acheté mon premier immeuble de 9 appartes, mon père m'a dit que je faisais n'importe quoi. Il me dit, tu es fou, tu te rends pas compte, pourquoi tu as besoin de ça? Alors comment tu as fait pour le faire? J'avais envie, tu vois, je me suis pas posé de questions, hein. C'est marrant ça, parce que tu te rends compte tout le nombre de personnes qui en sont, enfin même ceux qui nous écoutent, qui se posent des questions en permanence, quoi. Mais alors, pour te dire, je m'en suis tellement pas posé. Puis alors, je te parle de. Donc, je l'ai acheté fin 2008, décembre 2008, toute fin décembre. J'étais tellement pas formé, je savais même pas qu'il y avait des impôts fonciers. Pour te dire, j'ai acheté ça 500 000 euros. Mais on était trois en SCI, mais vraiment. Et quand j'ai compris qu'il y avait des impôts et tout, heureusement, on n'avait pas trop mal acheté. Mais je me suis formé avec une calotte dans la gueule, tu vois. Un peu. Alors, mais moi, je trouve ça. Alors, je suis le premier, je le dis souvent dans mes podcasts et dans mes contenus, bien évidemment, que ce soit Anthony, moi et toutes les personnes qui en ligne, vous avez des formations, mais c'est pas obligatoire. Il y a des livres, et Ouais. puis il y a la méthode aussi, j'apprends par moi-même, comme il dit Anthony. C'est juste, c'est plus long en fait. C'est que au lieu de prendre un raccourci et de gagner peut-être 5 ou 10 ans, bah, tu te prends tes 5 ou 10 ans dans la gueule. Après, de toute façon, les choses, on les paye, d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je m'en fous que tu te formes ou non. Comme me dit Anto, voilà, c'est un très bon exemple. Il a appris sur le tas. Est-ce que tu penses bah tiens, c'est bien. Quel est ton avis du coup sur les formations? Et est-ce que tu penses qu'avec des formations, tu aurais agi différemment et tu aurais gagné du temps? Ah, mais c'est. Alors, tu vois, je suis jugé parti, c'est pareil, parce que j'en vends une de formation. Mais je le dis très honnêtement, heureusement, si j'avais eu une formation, je n'aurais peut-être même pas acheté ce bien-là, tu vois. C'est marrant ça. Et voilà, donc je me suis formé sur le tas. Puis à l'époque, il n'y avait pas toutes ces formations non plus, tu vois. Internet, c'était les balbutiements. Enfin, Facebook avait été créé 2 ans avant, tu vois. Enfin, j'en étais pas là, quoi. Mais oui, effectivement, enfin, il faut se former avant de faire des achats comme ça. Il faut faire attention à l'excès de formation, tu sais, qui bloque les gens. Il y en a je connais des gens en coaching que j'ai qui ont fait toutes les formations de tous les formateurs du web, qui n'ont encore pas acheté un seul bien, tu vois. Ça, il faut y faire attention. Il faut y faire attention, mais après, le problème, c'est qu'aussi, parfois, malheureusement, ça vient de nous, en fait. Là, je parle pas de toi Ouais. qui m'écoutes ou de toi, Anthony, mais c'est que nous-mêmes, des fois, on a un problème avec nous-mêmes et on cherche dans la formation une réponse alors qu'elle n'y sera pas, quoi. C'est exactement ça, parce que le bien parfait, tu le trouves jamais, en fait. Et tu peux avoir un bien parfait sur le papier, et en fait, dès que tu l'as, au bout de 3 mois, tu te rends compte de toutes les merdes qu'il y a, ou alors tu as un locataire qui te fait chier, ou tu as un truc. Au final, ce qui te coûte le plus cher, c'est que tu n'es pas investi, c'est le temps que tu as perdu. Et puis, je vais rajouter un truc, je cherchais comment j'allais formuler la chose, excuse-moi. C'est que, en fait, ce que je pense que personne ne comprend, c'est qu'on achète les problèmes à régler. Moi, j'ai mis très longtemps, pendant des années et des années, j'ai eu cette frustration où j'avais la sensation qu'en fait, quand il n'y avait plus de merde, c'était jamais pour moi, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais. c'est-à-dire que moi, j'ai toujours des merdes dans ma vie, et tous mes clients, qu'ils soient locataires, ou même mes clients tout court, qu'ils achètent, enfin bref, toutes les personnes qui ont un lien avec moi par l'immobilier, eux, quand je leur livre quelque chose, ils ont aucune merde, en fait. Et ça, je l'ai toujours super mal vécu, en fait. Je me dis, mais quand est-ce que moi, j'aurai un truc pour moi sans merde, en fait? Et en fait, non. J'ai fini par comprendre en fin d'année que c'était ça mon boulot. C'était de prendre des emmerdes, de les régler. Et que si je les réglais, c'était là que je gagnais de l'argent. Ben, tu vois, c'est marrant que tu me dis ça, et ça me fait plaisir, parce que les premiers temps, tu vois, quand j'ai eu ce premier immeuble, au début, j'ai eu des merdes. J'étais pas formé dans l'immobilier, je pensais que ça serait beaucoup plus facile que ça. Et j'ai commencé par me plaindre. Et en fait, c'est quand je me suis dit que bah, les merdes, elles se règlent, et que j'ai réglé les merdes, où ça s'est mis à rouler, quoi. Et c'est ça. Donc voilà, quand une merde arrive, faut juste l'accepter, prendre un petit temps pour souffler, et direct, plan d'action, comment on la résout, quoi. Ouais, ben, c'est marrant qu'aussi on parle de ça parce que ma femme, elle a un problème avec moi. C'est-à-dire que dès qu'elle me donne un truc, moi, je suis en mode régler les choses. J'ai pas d'autre mode dans ma tête, en fait. Et je crois que ça la gêne parce qu'elle aimerait qu'il y ait un mode alternatif, tu sais, du style on en parle, tu vois. Moi, je sais pas faire ça, en fait. Moi, C'est tu me donnes un pareil. truc, ça veut dire que je le règle, quoi. Mais parce qu'après, c'est une des formations professionnelles. C'est-à-dire que, enfin, moi, quand mon téléphone sonne, je sais que c'est qu'on m'appelle pour me dire il y a ça, comment on fait. Voilà. Et c'est rarement. Enfin, moi, on m'appelle pas en tout cas pour me dire c'est bon, Tout va bien. tout va bien. Non, là, il n'y a personne qui m'appelle, tu vois. C'est souvent, il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait, Nicolas? Et Nicolas arrive. Ouais, Voilà. mais tu vois, c'est même ce qui m'avait épuisé à un moment dans mon ancien boulot.
c'est que justement, tu n'as que ça, quoi. On t'appelle que pour résoudre des problèmes. Et je sais qu'à un moment, ça m'a épuisé. Et Tu sais à quel moment tu réalises où tu en es? Le jour où tu es avec moi, là, hier, j'étais avec un coaching au téléphone. Il me raconte ses problèmes et ça me semblait mais tellement. Et en fait, je me suis excusé d'ailleurs parce que j'ai dit ne prends pas mal en fait, mais j'ai dit ce que tu apprends là, ça va être réglé en 2 courriers quoi. ouais, Et lui, pour lui, c'était. Et en fait, c'est là que tu te dis ah mais j'ai fait du chemin en fait parce ouais, que quand tu vois l'émotion que lui il a sur ce problème-là, qui était en fait son locataire lui demande de poser une VMC, tu vois. Mais moi j'aime aujourd'hui. Pour moi, poser une VMC, c'est tellement simple dans ma tête à régler. Tu sais, je règle ça en 3 coups de téléphone, c'est réglé. Lui, il savait pas, effectivement. Donc, je lui ai expliqué, il savait pas le processus, c'est pas la question. Mais c'est marrant de voir la distance que tu vas avoir avec les problèmes du début et avec les problèmes que tu as aujourd'hui en jeu et qui sont pas les mêmes enjeux, pas les mêmes. Tout est à l'échelle, quoi, de toute façon. mais complètement, tu vois, ça me fait penser à un autre truc qui est drôle, mais je m'en rappelle au tout début, il y a une dizaine d'années, quand j'investissais un petit peu en bourse. Des fois, dans la journée, j'avais perdu 100 balles et j'en perdais le boire et le manger. Puis un jour, tu te rends compte que les variations de ton compte de bourse, elles sont supérieures à ton salaire mensuel, tu vois, par exemple. Et du coup, tu vois, tu n'as plus les mêmes problèmes et tu stresses pas, tu es bien, tu C'est t'en fous. ça. Mais c'est ce que tu dis, en fait. Tes problèmes, ils évoluent avec l'argent que tu gagnes. De toute façon, l'argent, on peut y attribuer tout ce qu'on veut comme sentiment, mais c'est nous, en fait. Le problème, il vient souvent de nous. L'argent, c'est neutre. Je veux dire, c'est un objet. Il n'y a rien derrière. Bien C'est nous sûr. qui lui collons tous les problèmes qu'il peut générer, quoi, en fait. Ouais. Quel est ton rapport à l'argent, du coup? Parce que dans ces émissions, on parle toujours d'immobilier. C'est vrai que c'est marrant. Toi, tu fais de la bourse. C'est rare que j'ai des gens qui fassent de la bourse avec moi. Et la bourse, en fait, elle a l'avantage que tu disais tout à l'heure. Elle a cet avantage de. Moi, j'ai une société boursière, donc je suis d'accord avec toi. Il y a cet avantage de passivité totale. Ça, pour le coup, moi, je m'en cacherai jamais, hein. Si tu veux des revenus vraiment passifs, c'est en bourse qu'il faut que tu ailles. Par contre, c'est un inconvénient qui m'a toujours fait sourire, c'est qu'effectivement, elle exacerbe ton rapport à l'argent. Parce que la bourse, c'est finalement que de l'argent. Donc, du coup, si ton rapport à l'argent il a des problèmes avec la bourse, ils vont tout de suite te revenir dans la gueule, quoi. Ouais. Du coup, comment toi tu gères ça? Est-ce que ça t'a aidé dans ton quotidien la bourse par rapport à l'immobilier ou pas du tout? Comment tu le vois en fait? Moi, je te dirais que sur la bourse, je sais que sur le long terme, le levier, il est vraiment gros. Et donc, il faut savoir prendre des risques. Et prendre des risques, ça veut dire quoi? En fait, c'est juste supporter la volatilité. Puisque si tu choisis bien tes entreprises, ou je sais que tu es pas très ETF, mais si tu choisis, Je suis pas du tout ETF. Mais c'est ok, hein, il n'y a pas de souci, mais je suis pas du tout ça. Moi, c'est vrai que les ETF, c'est pas mon truc. si tu choisis en tout cas des bons ETF, enfin, on sait que la bourse, elle monte sur le long terme, donc parfois, il faut supporter une volatilité passagère. Tu vois, pendant le Covid, moi, j'ai gagné de l'argent. Et il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Et j'ai gagné de l'argent en faisant rien. Si j'ai racheté un petit peu, mais surtout en ne paniquant pas en fait, en me collant à ma stratégie. Et donc ça m'a appris à me détacher un peu quand même émotionnellement de l'argent, la bourse, tu vois. J'ai trouvé. Et c'est vraiment, ouais, ça a été vraiment cet effet-là de me dire, c'est volatile, on patiente, c'est bon. J'ai mes loyers à côté, tu vois, puis d'avoir tes loyers à côté qui rentrent, tu sais que voilà. Oui, tu as une tranquillité. Pour le coup, tu as une forme assez avancée de diversification. Toi, tu as visé l'indépendance financière. On arrive vers la fin. J'aimerais bien que tu me parles un peu de l'indépendance financière. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que, comme toi, est-ce que tu la vis un peu finalement, puisque tu la représentes dans le sens où tu as une entreprise commerciale, tu as des revenus boursiers, des revenus immobiliers. Alors déjà, est-ce que pour toi c'est un leurre? Et est-ce que tu conseilles aux gens qui nous écoutent de poursuivre cet objectif, ou est-ce que tu penses que non, ça doit être ça doit pas, enfin ça devrait pas exister du tout, quoi? Alors, moi je te dirais que c'est un bel objectif dans le sens où moi quand j'ai voulu l'atteindre, j'étais en plein burn-out et je voyais juste ça comme un moyen de me reposer. Je me disais, tu auras des revenus qui vont tomber tous les mois, qui ne sont pas du chômage, hein, et tu pourras te reposer. Et en fait, j'ai eu la chance de l'atteindre avant de lâcher mon boulot. Donc j'ai pu rester encore 1 an dans mon boulot avec mes revenus passifs qui étaient équivalents à mon salaire. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas la fin en soi. Pour moi, c'est le début de tout plutôt. Et c'est là où je me suis dit, je vais monter une société commerciale à côté, je vais pouvoir développer plein de choses qui me passionnent, faire des podcasts, écrire un bouquin. Et aujourd'hui, l'indépendance financière, pour moi, c'est pour ça qu'elle est magique. C'est que, toute proportion gardée, mais aujourd'hui, quand j'ai un problème qui peut se régler avec de l'argent, je suis moins stressé qu'avant. Je suis beaucoup plus cool.
Et ça me permet de ne pas parasiter toutes les activités que j'ai envie de faire à côté, comme mes podcasts. Tu vois, dans mon ancienne vie, avec l'entreprise, j'aurais jamais pu tenir le rythme d'un podcast par semaine parce qu'il y avait tellement des montées en émotion dans le boulot, des choses comme ça, que forcément, il y aurait une semaine où j'aurais pas pu faire un épisode. Et ouais. Ça t'aurait lâché, quoi. J'aurais lâché. Donc, en fait, pour toi, ça a été le début. En fait, finalement, le fait d'avoir cette soupape de sécurité et de l'atteindre, ça t'a permis de te dire, OK, je peux me recentrer sur moi, en fait. Exactement, ouais. Est-ce que tu pourrais, alors parce que bon, j'ai pas l'occasion de poser cette question, est-ce que tu pourrais retranscrire aux gens qui nous écoutent ce que ça fait d'atteindre l'indépendance financière? Est-ce que tu es hyper heureux, tu sais, comme devant un match de foot? Alors moi, j'aime pas le foot, mais bon, quand tu es les gens qui crient, ou est-ce que ça, non, tu te réveilles un matin, toi, tu as été choqué, tu vois, est-ce qu'il y a eu une émotion particulière ou un moment même, ou quelque chose que tu pourrais me raconter où tu t'es dit, ah ça y est, ou tu l'as réalisé? Est-ce qu'il y a un moment fort qui a été marquant pour toi ou non, ça a glissé, tu t'es réveillé un matin, tu l'étais, puis voilà, ta vie était pareille, quoi. Je vais te dire, alors, il y a, tu vois, je viens là avant de venir te voir du sud, à côté de Toulon, et il y a une balade que je faisais tout le temps à côté de Toulon, en me disant, je rêvais toujours d'indépendance financière quand je faisais cette balade, et je me disais, mais tu verras, tu seras bien et tout. Et je l'ai refait une fois que j'ai été indépendant financièrement, et j'ai refait la balade, en plus j'étais avec un pote, donc on a discuté tout le long, j'ai même pas pensé à ça. Et c'est quand je suis arrivé en haut, ça fait un magnifique belvédère avec la vue sur la mer et tout, où là je me suis assis, mon pote était parti un petit peu faire un tour plus loin, et je me suis dit, putain, tu l'as fait. Tu vois, ça y est quoi. Je me suis dit, ça y est, t'es libre maintenant, tu peux faire ce que tu as envie. Si tu veux, forcément, il faut t'occuper de tes affaires, mais tu peux aller vers ce qui te plaît vraiment sans avoir la pression de remplir la gamelle, quoi. Et j'ai vu ce sentiment-là, tu vois, de joie, je sais pas, comme un sentiment de plénitude un peu, c'est con à dire, hein, mais j'ai imprimé, tu vois, en moi. Ouais. À ce moment-là, la vue, le calme, le contexte, là, tu t'es dit, ça y est, c'est bon. Ouais, exactement. Et tu vois, je l'ai stocké dans un petit coin de ma tête, et aujourd'hui, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des trucs à régler, des fois, je le ressors et ouais, j'y repense. C'est toujours cool. Bon, c'est super, Anthony. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent plus de renseignements ou si même juste vous voulez écouter? Alors, tu as 2 podcasts, je crois. Ouais. Je te laisse t'exprimer sur le sujet. Tu sais mieux que moi. Yes. Le plus simple pour ceux qui ont envie de me retrouver, c'est sur mon Instagram, @unevie-de-liberté. C'est là où je suis vraiment le plus présent. Après, j'ai 2 podcasts. Il y en a un qui s'appelle Une vie de liberté, justement, où c'est un peu plus mindset, dev perso et aussi quand même finance personnelle. Et j'ai mon 2e podcast avec mon acolyte, mon pote Yann, qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs, où là, on parle beaucoup d'immobilier. Bon, c'est cool. Merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Merci à toi, surtout de m'avoir reçu. Et puis, à bientôt. Hein. De toute façon, quand tu viens dans le sud, on n'est pas loin. Ouais, avec plaisir. Merci, Nicolas. Bonne continuation et on se retrouve dans une prochaine émission. Salut!